Alors là, je suis vachement dégoûtée parce que je viens de passer 10 minutes à enregistrer une vidéo et ma tablette a bugué, la vidéo s'était pas enregistrée. Donc là, je vous fais une prise de la même vidéo. Bon, aujourd'hui, à la demande générale, je vais vous raconter mon parcours, ma vie, mon œuvre. Parce que hier, j'ai été très heureuse et très touchée de voir qu'il y avait plein de gens qui m'ont dit ouais, ça nous intéresse, on aimerait bien connaître ton cheminement plus en détail. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, je ne vais pas non plus rentrer dans trop de détails, parce que sinon, je vais vous faire une vidéo de 2 heures. Ce sera un podcast complètement interminable. Je vais essayer de rester juste un peu sur les grandes étapes. Donc, moi, déjà, juste pour info, je suis née le 22 janvier 1977. J'étais enfant unique. Et si je vous dis ça, c'est parce que ça a beaucoup joué dans ma construction intellectuelle. Parce que justement, du fait que j'avais pas de frères et sœurs à côté de moi, il a fallu assez tôt que j'apprenne à beaucoup meubler mon imaginaire et à beaucoup remplir l'espace. Parce que j'avais pas de. C'est pour jouer et pour arriver à m'amuser, il fallait que je m'appuie essentiellement sur tout ce que je pouvais m'inventer comme monde intérieur et comme monde imaginaire. Et j'ai eu aussi la chance d'avoir des parents qui m'ont vraiment fait baigner ils avaient une vidéothèque extraordinairement fournie, il y avait des tas de livres à la maison et ça fait que je suis tombée dans la marmite de la culture, de la pop culture et que très tôt, très vite dans ma vie, dans mon parcours, j'ai eu accès à plein de films, j'ai eu accès à plein de livres et ça a incroyablement nourri mon imaginaire là aussi. Et justement, comme cet imaginaire était sans cesse nourri, ça lui permettait de se développer et puis moi, ça me permettait justement de complètement remplir cet espace un peu solitaire, même si ça n'avait rien de triste, mais de remplir cet espace solitaire avec tous ces mondes imaginaires que j'avais à l'intérieur de moi. Et donc, je vous dis ça, enfin j'insiste sur ce point-là parce que c'est quelque chose de très important pour la suite. C'est quelque chose de très important pour le développement de ma carrière et même de mon œuvre, entre guillemets. Parce que l'imaginaire, comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, l'imaginaire joue un rôle très fondamental et très important dans toute ma démarche artistique et créative. Et donc, petite fille, j'ai eu un lien très fort avec un certain nombre d'œuvres, à commencer par Le Magicien d'Oz, que j'ai découvert quand j'avais 3 ans. Et c'est vrai que ça a été une révélation artistique majeure pour moi, à l'époque, parce que comme j'avais 3 ans, j'ai juste été complètement fascinée par les couleurs, par les personnages, par ce côté justement de... J'étais tellement en identification avec ce personnage de Dorothy qui trouve la réalité du Kansas assez grise, assez terne, qui a envie d'aller voir de l'autre côté de l'arc-en-ciel ce qui s'y passe et qui va découvrir ce pays d'Oz, dans lequel il y a aussi des sorcières, mais qui est quand même un monde empli de couleurs, empli de personnages flamboyants. Et il y avait tellement de thèmes dans ce film. À l'époque, évidemment, je ne voyais que ce qui pouvait parler à l'enfant que j'étais, mais maintenant que je grandis, maintenant que j'avance en âge, je m'aperçois que mon lien à ce film reste incroyablement fort, et maintenant je le vois avec des yeux d'adulte. Et donc je suis vraiment capable d'analyser les raisons pour lesquelles je l'aime, parce que les thèmes qu'il y a là-dedans sont vraiment les thèmes qui me tiennent à cœur. Le côté There's no place like home, le côté initiatique, de suivre une route qui vous amène à une destination, et une fois cette destination atteinte, vous comprenez finalement que toutes vos ressources, elles étaient en vous depuis le début. Donc ça a été une des grandes rencontres artistiques de ma vie, ce film. Il y en a eu évidemment plein d'autres, il y a eu beaucoup de films et de livres qui m'ont nourri de cette façon-là. Et donc ça fait que quand j'étais petite, quand on me demandait ce que je voulais faire, je disais du cinéma. Parce que dans ce mot de cinéma, ce mot était porteur pour moi d'une magie incroyable. J'avais vraiment l'impression que c'était une baguette de fée qui permettait justement d'aller au-delà de l'arc-en-ciel et de justement franchir ce fossé qu'il y a entre la réalité et l'imaginaire. Et moi, quand j'étais gosse, je sais que ça me faisait souffrir. C'est-à-dire, quand je regardais la réalité, je la trouvais tellement grise, tellement terne, et je ne comprenais pas tous ces adultes. Je me disais, mais c'est pas possible, ils ne comprennent pas qu'il y a plus que ça. Il y a forcément des endroits, des espaces qui sont au-delà du réel, qui sont plus que réels et qui contiennent du beau, avec un B majuscule, s'il vous plaît. Et j'étais vraiment dans cette quête-là. Et pour moi,
le cinéma était un moyen d'atteindre ces horizons merveilleux. Bon, et puis j'ai grandi, je suis entrée en adolescence. Là, j'étais un peu mal dans ma peau, j'étais un peu complexée, j'avais des kilos en trop. Je me sentais pas très 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 belle. Et ça fait que mon histoire de cinéma, je me suis dit, mais si je fais du cinéma, ce sera certainement pas devant la caméra, parce que justement, je suis pas Marilyn, puis je suis pas Bardot non plus. Donc je me suis dit, ben si je fais du cinéma, ce sera derrière la caméra en tant que réalisatrice. Donc sitôt mon bac littéraire obtenu, j'ai fait une école de cinéma, l'ESRA, dans le 15e à Paris, pour ne pas la nommer. Et donc j'ai fait 3 ans d'école de cinéma et j'ai adoré ces études, vraiment, j'ai adoré ces études. Bon, j'étais pas très douée en technique, parce que de toute façon je n'ai pas un esprit scientifique et donc toutes les matières qui sont trop avec des maths, avec de la technique, ça me gonfle, ça c'est sûr. Donc ça, c'était pas forcément ce pourquoi j'étais douée. Par contre, j'aimais la mise en scène, j'aimais l'écriture, j'aimais la scénographie, j'aimais la direction d'acteur, tout ça, j'adorais. Et durant ces études, j'ai eu la chance que les scénarios que j'ai proposés ont été choisis par 2 fois, puisque tous les élèves présentent un scénar, et il y en a un qui est choisi dans la classe, et c'est celui-là qui devient un court-métrage à la fin de l'année. Et c'est celui qui a présenté le scénar qui devient réalisateur, et tout le reste des élèves forment le reste de l'équipe de tournage. Et donc moi j'ai eu la chance par 2 fois d'avoir été choisie, mes scénars ont été choisis par 2 fois. Et la deuxième fois notamment, ce qui a clôturé mon cycle d'études, j'ai eu la chance de tourner avec Vanessa Demouy, à qui j'avais présenté mon scénario, c'était une histoire de vampire. Et elle a accepté de tourner dans mon scénario, de tourner dans mon court métrage. Donc je lui sais gré, vraiment. Parce que ben elle a été, elle m'a, à ce moment-là, elle a accepté de travailler avec moi. Je n'étais rien ni personne, hein. J'étais une toute petite débutante, d'ailleurs sans doute assez maladroite dans ses propositions artistiques. Et donc j'avais trouvé très fair-play de sa part qu'elle tourne dans ce court métrage. Et puis donc j'ai eu fini mes études de cinéma. J'ai essayé de travailler dans le cinéma, j'ai bossé dans des boîtes de prod, j'ai fait de l'institutionnel, j'ai fait un peu de... Je sais plus trop quoi d'ailleurs. Mais enfin bon, j'ai travaillé pendant 2 ans un peu dans des boîtes de prod. Mais ça correspondait pas exactement à ce que moi, à l'idée que je m'en faisais. Et ça m'a un peu déçue parce que je me suis aperçue que pour arriver là où je voulais aller, c'est-à-dire être réalisatrice, être Spielberg, en gros, ça n'allait pas se passer comme ça dans la vraie vie parce que pour faire du cinéma, soit il faut avoir beaucoup de relations et beaucoup d'argent, ce qui n'était pas mon cas, soit il faut accepter de commencer tout petit sur un plateau et puis de monter, 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 monter. D'abord d'accepter d'aller faire la ventouse pour les bagnoles, donc vraiment faire les sandwichs quoi, sur le plateau, et puis ensuite devenir troisième assistant, deuxième assistant, premier assistant, puis réalisateur, mais tout ça se fait, c'est long, ça demande du temps, ça demande d'avoir la rage. Clairement, j'avais pas cette rage-là. Donc au bout d'un moment, je me suis un petit peu découragée, et puis je savais pas trop ce que j'allais faire. Moi, j'étais toujours portée par cette idée que je voulais trouver une fonction qui me permette d'être à mi-chemin entre le réel et l'imaginaire. C'était ça ma grande marotte, c'était ça mon obsession. Je voulais pas travailler dans des contextes qui soient trop réels. Alors vous allez me dire, mais c'est un peu filandreux ton histoire. Certes, et pourtant je vous assure que la sensation, la perception que j'en avais, elle était d'une très grande acuité. Je savais par exemple, je savais que le monde de l'entreprise, c'était pas pour moi. Parce que déjà rien que ce mot entreprise, je trouvais que c'était un mot métallique, gris, sec, comme un coup de trick. Donc je savais que je ne pouvais pas. Et en plus, j'étais aussi tributaire, je le suis toujours d'ailleurs, du fait que je ne voulais pas faire comme tout le monde. Je ne voulais pas faire ce que les autres. Je voulais être tout le temps. Vous savez, dans le cercle des poètes disparus, il y a une phrase comme ça qui est citée où il dit j'ai pris la route la moins empruntée et cela a fait toute la différence. Ben moi, c'est un peu l'histoire de ma vie. J'ai toujours choisi la route la moins empruntée. Alors, ça m'a obligée souvent à cheminer solitaire et en même temps, je voulais pas aller dans la route où il y avait tout le monde. Et ça a été une constante dans ma vie professionnelle. Donc bref, revenons à nos moutons. Quand même, fallait que je graille un peu. Donc à ce moment-là, j'ai fait des petits boulots alimentaires, j'ai été hôtesse d'accueil pendant un certain temps,
ce qui n'était pas déplaisant au final. Je me suis dit, tiens, j'ai travaillé aussi en tant que secrétaire de direction dans une grande boîte d'import-export japonaise. Donc tout ça, c'était des expériences qui m'ont appris. Je savais très bien que ce ne serait pas là que j'allais rester, que j'allais pas faire ma vie là, mais ça m'a quand même beaucoup appris. Et puis, en 2003, donc, je me disais qu'il fallait quand même que je trouve un boulot un peu plus stable, un peu plus durable. Tout d'un coup, tout d'un coup, j'ai eu une illumination. Je me suis dit, mais bien sûr, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et j'ai décidé de postuler au Disney Store des Champs-Élysées. Parce que là, quand j'ai réfléchi au truc, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut, c'est cet endroit-là, parce que quel meilleur endroit que Disney pour allier le réel et l'imaginaire? Quel meilleur endroit que de travailler au milieu des fées, des princesses, des peluches, et puis de... Là au moins c'est un langage que je maîtrise, c'est un langage que je parle, et je connais très bien l'histoire des studios Disney, évidemment, je me suis gavée des dessins animés quand j'étais gosse, c'est parfait, j'y vais. Et donc j'ai commencé à bosser au Disney Store des Champs-Élysées fin 2003. Ça fait déjà un bail, putain, ça me rajeunit pas. Et là vraiment, j'ai pris mon pied. J'ai pris mon pied parce que je me sentais vraiment dans mon élément, mais complètement dans mon élément. J'ai adoré ça. En plus, ça a correspondu à une période de ma vie qui est un peu comme un jardin d'Éden pour moi, parce que j'étais extrêmement mince. J'avais réussi à être très très mince à cette époque-là, donc j'étais très contente d'être tellement mince. Je suis tombée aussi follement amoureuse pendant mes années, enfin pendant mon temps au Disney Store, je suis tombée terriblement amoureuse de quelqu'un dans le magasin. Et donc je pense que tout ça a complètement contribué à rendre ce passage dans cet endroit un peu féerique, un peu magique. Là, j'ai été emportée par cet enthousiasme-là. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à m'ennuyer, j'ai trouvé que tout ça était un peu routinier. Puis j'aime pas refaire la même chose. En fait, je n'aime pas faire quelque chose que je sais déjà faire. Moi, j'ai toujours besoin d'apprendre, j'ai toujours besoin de passer à l'étape d'après. Je déteste refaire ce que j'ai déjà fait et je déteste refaire ce que je sais déjà faire. Donc au bout de 1 an et demi, 2 ans. Puis aussi quand même, c'est-à-dire que la pratique m'avait permis de voir que c'était un petit peu moins féerique que ce que je croyais. Que quand même, malgré tout, le Disney Store, ça restait un endroit qui est là pour faire du blé. Et pas seulement pour véhiculer du rêve. Et donc je me suis dit, ouais, mais non, moi je pensais qu'on était là que pour faire du beau. Et en fait, non, on est là aussi pour faire du pognon. Donc au bout de 2 ans, j'ai donné ma démission. Et à ce moment-là, j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Là, ça va être la plus longue vidéo, je pense, de tous les journaux de bord. Ça va être la plus longue, c'est sûr. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et là, à ce moment-là, comme j'avais déjà euh, pas mal travaillé en thérapie, que je m'étais beaucoup intéressée au développement personnel, à la formation, j'ai eu envie justement de créer des méthodes de développement personnel, parce que puis j'avais fait pas mal de formations, je m'étais formée à l'énéagramme, je m'étais formée à la gestalt, à l'analyse transactionnelle, à la CNV. Et donc je me suis dit, tiens, et si il y a peut-être quelque chose à faire dans ce domaine-là, parce que ça m'intéresse. Le développement personnel, se développer soi-même finalement, c'est arriver à la meilleure version de soi, et quand on arrive à la meilleure version de soi, c'est là qu'on peut rayonner ce qu'on a de mieux. Donc c'était quand même des thématiques qui, si elles n'étaient pas purement artistiques, ça rejoignait un petit peu cette fibre que j'avais eue depuis que j'étais enfant, ce côté d'arriver à sortir de soi, ce qu'on a de meilleur pour arriver à faire ruisseler sur le monde justement toute la beauté qu'on peut porter en soi. Donc je me suis dit, tiens, ça m'intéresse, je vais travailler dans ce domaine-là, mais je vais créer mes propres méthodes de développement personnel. C'est comme ça que j'ai créé la méthode du héros, qui est par la suite devenue un livre. Et c'est donc une méthode qui s'appuie soit sur son héros préféré, soit sur un héros qu'on va piocher au hasard, et en s'inspirant de ce que fait ce héros, de ses stratégies d'action, on peut soi-même parvenir à répondre aux problématiques qu'on a ou aux questionnements qu'on se pose. Et donc j'ai de 2005 à 2011, donc pendant 6 ans, j'ai travaillé dans le développement personnel, j'ai été coach en m'appuyant sur cette méthode que j'avais créée. Donc j'ai donné pas mal de séances, alors j'ai fait des séances individuelles, des séances de groupe, et j'ai vu que les gens étaient très férus
de cette méthode, ça parlait énormément. Donc je me suis dit, tiens, je ne suis pas la seule à qui ça parle, cette idée de s'inspirer de son imaginaire, de son héros, euh, de tout ce qui nous a inspiré de livres, de films. Bah, il y en a d'autres à qui ça parle aussi. Donc ça m'avait beaucoup plu de voir ça. Et puis au bout de 6 ans, bah, au bout de 6 ans, pareil. Au bout de 6 ans, je suis arrivée un peu au bout de l'exercice. Ce qui m'a Ce qui, au bout d'un moment, m'a saoulée, c'était qu'il n'y avait plus de création, il n'y avait plus de créativité et j'avais vraiment l'impression de refaire toujours la même chose. Et aussi, j'étais un peu drainée énergétiquement par cet accompagnement des gens. Et j'ai compris à ce moment-là que moi, c'est pas forcément mon trip d'accompagner à ce point les gens. Je ne peux pas être coach véritablement parce que au bout d'un moment, ça draine mon énergie. Mon énergie, elle se redynamise à partir du moment où je crée. Moi, je suis vraiment, je crée donc je suis. Hein. C'est pas je pense, c'est je crée donc je suis. J'ai besoin de créer. Et je vous dis, j'ai besoin de toujours euh, poursuivre jusqu'au rivage suivant. Je ne peux pas me dire, bon, bah là maintenant, j'ai débarqué sur ce rivage, c'est sympa, l'herbe est verte, il fait beau, donc maintenant je reste là tranquillou bilou, et puis je refais ce que je sais déjà faire. Alors là, non, pas du tout, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que moi, une fois que j'ai exploré le territoire, que j'ai vu tout ce qu'il y avait à en voir, que j'ai appris comment ça se passe, que je connais les reliefs par cœur, que je peux dessiner la carte de l'île, il faut que je reprenne le bateau et que j'aille ailleurs. Il faut à chaque fois que j'accroisse, je ne sais pas si c'est ma connaissance ou mes compétences ou simplement que je réponde à mon besoin d'aventure. Mais je ne peux pas supporter de refaire quelque chose que j'ai déjà fait. Et d'ailleurs, ça vaut aussi pour tout ce que j'ai créé. Ça vaut dans mon métier d'auteur. Vous ne me verrez jamais refaire la même chose que ce que j'ai fait précédemment. Ou le jour où ça arrivera, alors là, ça voudra dire qu'il faut vraiment que j'arrête. Parce que je déteste ça, je ne refais pas quelque chose que j'ai déjà fait, ça ne m'intéresse pas. Il faut à chaque fois que j'explore quelque chose de nouveau, je dois porter je sais pas, un navigateur en moi, un explorateur des grands espaces. Mais je ne peux pas supporter de refaire à l'identique ou juste de rester. En réalité, je crois que je ne peux pas supporter de rester dans le confort. Il faut que j'aille là où ça devient un peu plus inconfortable, un peu plus acrobatique, parce que c'est ça qui me stimule. C'est ça qui représente un challenge et c'est ça qui me fait bander, en fait. Alors, où est-ce que j'en étais? La NDH 2011. Voilà, c'est ça. Donc 2011, je décide d'arrêter le coaching. Et là, à ce moment-là, de nouveau cette question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et c'est là que je me dis, mais le fil rouge de mon parcours jusqu'ici, c'est l'écriture. J'écrivais quand j'étais enfant. J'ai écrit tout au long de mon adolescence, j'ai fait des études littéraires, donc forcément, et j'avais des super notes en français en rédaction, donc j'ai écrit à ce moment-là, puis j'écrivais aussi des travaux personnels. Ensuite, quand j'étais à l'ESRA, j'ai écrit des scénars. Même quand j'étais au Disney Store, j'avais créé une petite gazette interne qui racontait les histoires du studio Disney. Donc même au Disney Store, j'ai écrit. Ensuite, quand j'en suis sortie, j'avais créé la méthode du héros. Donc j'avais toujours écrit. Puis j'avais écrit des contes, des nouvelles. Enfin, j'avais toujours écrit. Je me suis dit, mais il faut que je devienne auteur. C'est ça finalement. Le fil rouge du parcours, c'est l'écriture. Donc maintenant, je vais prendre mon courage à deux mains, puis je vais m'atteler à l'écriture. Et donc on était en juillet 2011 et je me souviens m'être dit, je vais regarder tous les manuscrits que j'ai dans mes tiroirs et c'est pas compliqué, je me donne 6 mois pour être publié. Si ça marche, tant mieux. Et puis si ça marche pas, et bien là, dans ce cas-là, je ferai vraiment autre chose. Il faudra que je trouve autre chose. Et j'ai eu la chance que, en 6 mois, j'ai trouvé un éditeur qui a accepté de me publier. Et c'est comme ça qu'est sorti mon premier livre. Alors au début, les premières années, ça n'a pas été Byzance, hein, parce que j'étais chez des petits éditeurs. Donc c'était pas formidable. Mais enfin, ça a eu le mérite que ce soit mes premières expériences et puis ça m'a aussi appris pas mal de choses. Et puis en tout cas, ça a fait exister mes livres. On pouvait les trouver. Il y avait un bouquin qui portait mon nom sur la couverture. Et puis après, mes éditeurs ont grandi. Je suis passée chez des éditeurs quand même de plus en plus grands, de plus en plus fiables, de plus en plus sérieux, qui faisaient du très bon boulot. Et donc aujourd'hui, je travaille avec, je sais plus, 5 ou 6 éditeurs.
J'en ai 3 en France, j'en ai un aux États-Unis, un en Italie. Et donc ensuite, à partir de 2011, bah, je suis devenue auteure à plein temps. Et je n'ai plus fait que ça, que créer, 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 créer. Et c'est vrai que récemment, j'ai passé en revue tout ce que j'ai créé et je suis à une trentaine de publications. Donc c'est sûr que je n'ai pas chômé. Mais j'ai été tellement portée. J'ai été portée par mon inspiration, j'ai été portée par ma créativité. Ça a été mon carburant pendant toutes ces années. Et puis à chaque fois, un projet en amenait un autre et une idée en faisait jaillir une autre. Et donc j'ai vraiment vécu dans ce rythme-là qui m'a presque un peu fatiguée. Ces 2 dernières années, j'ai été un peu fatiguée, mais pas seulement par le rythme de plus en plus intense de projets, mais peut-être aussi parce que j'ai été un peu déçue, j'ai dû vous en parler déjà. J'ai été un peu déçue de, J'ai été un peu déçue finalement de ce qui se passe dans le milieu éditorial parce que les éditeurs aujourd'hui quand même assurent assez peu de promotion, faut bien dire ce qui est. Ils passent beaucoup le relais aux réseaux sociaux en estimant qu'aujourd'hui un auteur se doit de savoir gérer les réseaux sociaux, se doit d'avoir une grosse communauté, puisque justement il a accès à de tels outils, Instagram, Facebook, YouTube, etc. Et donc ayant accès à des outils pareils, eh bien il ne peut il doit savoir communiquer sur ces réseaux et il doit savoir fidéliser une grosse communauté et donc pouvoir amener déjà comme une promesse de vente, avec un S à vente, pour l'éditeur. C'est vrai que c'est pas ma manière de voir, parce que moi peut-être je fonctionne à l'ancienne, mais moi j'estime que je suis auteur. C'est pas le même métier que Instagrammeuse ou que réseau sociéteuse, je sais pas comment dire. Et donc ça fait que là j'arrive de nouveau à un point charnière où je réfléchis à ce que je vais faire maintenant. Je suis pas sûre que je vais continuer comme ça. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter d'écrire, ça ne veut pas dire que je vais arrêter de créer, ça c'est pas possible que j'arrête de créer, mais ça veut peut-être dire que je vais fonctionner différemment, autrement, sur d'autres projets qui seront peut-être pas en lien avec des éditeurs ou il y a tout un territoire à découvrir. Donc c'est formidable. Donc ça me fout évidemment le trac au bide, mais d'une certaine manière, c'est pas plus mal puisque dans le fond, j'ai besoin de ça. Dans le fond, j'ai besoin d'avoir le trac au bide et régulièrement, j'ai besoin régulièrement de devoir tout réinventer. J'ai besoin régulièrement de remonter sur mon bateau et de partir à l'aventure en regardant le ciel étoilé et en me fiant à ma boussole intérieure. Et donc j'en suis à peu près à ce point, là aujourd'hui. C'est aussi à ça que me sert cette retraite solitaire. C'est à réfléchir à ça, à réfléchir à où est-ce que je vais maintenant. Quel est le nouveau continent que je vais aller découvrir. Alors, comme justement, je pars un peu comme Christophe Colomb, c'est-à-dire pour l'instant j'ai mon doigt levé, mon œuf, et je sais pas du tout, je sais pas du tout où je vais aller. Ce que je sais simplement, c'est que j'ai envie de neuf, j'ai envie de réinvention, j'ai envie de création, et j'ai envie de continuer ce qui représente mes valeurs, c'est-à-dire l'imaginaire, le beau, le noble, le panache. Parce que je trouve quand même qu'aujourd'hui, ça manque un peu de tout ça, malgré tout. Ça manque un petit peu de ces choses-là. Donc, moi, c'est ça que j'ai envie de développer. Je crois que j'ai fait le tour de mon parcours. Là, je vous ai fait une bonne grosse vidéo. J'espère que vous avez le chocolat chaud ou les petits biscuits pour bien aller avec. Et que le temps ne vous aura pas paru trop long en ma compagnie. Je vous dis rendez-vous demain. Demain, je crois qu'on va parler, puisque là on s'est lancé un peu dans la culture, je crois que demain on va parler des 5 livres qui ont changé ma vie. Ça vous dit? Allez, bisous, à demain.